et communiquer avec l'ensemble des agents. On a prévu des questions pour essayer d'expliquer parce que c'est pas facile en ce moment. On va peut-être commencer par toi, Jacques, pour le syndicat FO. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Jean Rotner et la direction générale? Bah, pour pas faire, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Donc, on a convenu. Donc, le dialogue social, en fait, compte, est rompu. Oui, Mais on pourrait dire qu'il est rompu par les organisations syndicales que nous représentons tous les trois, hein, oui, FO, la CGT et la FSU. Mais c'est pas du tout ça, quoi. Le dialogue social, il est rompu, on va dire, depuis 2019, quoi. Et je m'en explique. Hein. On avait comme habitude d'avoir des groupes de travail tous les mardis de chaque semaine, hein, avec la DRH. Mais ça devenait plus de la cogestion, on discutait, on changeait quelques points, des virgules, quelques mots, etc., quoi. Il n'y avait plus oui, d'espace de négociation dans nos groupes de travail, quoi. comme Donc, on a connu auparavant, oui. comme on a pu connaître avant 2019, quoi, à l'époque de M. Oui, oui, Wassman, quand on l'avait en face de nous, quoi, oui. où on avait des groupes de travail, on avait un document martyr, on faisait des propositions, et à un moment, on avait un groupe de travail de négociation. C'était Oui. plus un groupe de travail, en fait, c'était une négociation, et là, on était dans notre rôle, dans notre vrai rôle, quoi. Aujourd'hui, c'est des réunionites tous les mardis. Euh, euh, voilà, ça n'apporte rien, rien. Donc, on a convenu, et je pense que tu en parleras, Pascal, Oui, boycotter les groupes de travail à partir de maintenant. Et oui, on a fait tous les trois une demande de rendez-vous au président Jean Rotner, il y a déjà maintenant un peu plus d'une semaine. oui, Et, complètement, oui. et aujourd'hui, on n'a encore aucune réponse, quoi. Alors, si, Jacques, si on essaie de refaire un peu l'historique à quelques semaines, et peut-être que Marie-Jo peut nous en dire un petit peu aussi, dire deux mots, c'est qu'il y a, allez, on va dire, 3 semaines à un mois, on avait considéré qu'il fallait qu'on se voit pour parler des revendications qu'on pouvait porter ensemble, parce qu'on sentait bien qu'on n'arrivait pas à avancer. Et puis, en fin de compte, on est arrivé justement au fait à la conclusion que on était verrouillé dans ces groupes de travail. Marie-Jo, tu peux aussi faire des commentaires là-dessus, sur cette première question qui est Ben, posée. oui, tout à fait. Lorsqu'on s'est rencontrés, de mémoire, on s'était même rencontrés, je crois, juste avant l'été déjà, où on avait évoqué un petit peu ces difficultés. Oui, Mais effectivement, il y a quelques semaines, on s'est rencontrés et il s'est avéré qu'on est arrivé aux mêmes conclusions les uns et les autres, que ces groupes de travail ne servaient plus à grand-chose. On nous sollicitait plus, on recevait des documents sur table lorsque le groupe de travail était commencé. oui, On passait une journée à obtenir qu'un cadre nous fasse la lecture d'un document, comme si, et on n'en reparlait plus, quoi. oui, oui, Et on ne oui. changeait strictement rien au contenu du document. Donc, alors ça fait effectivement un moment que ça dure. Et c'est pas lié parce qu'on a tendance toujours à dire la crise sanitaire, mais c'est pas lié à la crise sanitaire puisque ça a commencé bien avant. Ouais, tout à Et fait. c'est allé et ça a monté crescendo au cours des derniers mois. C'est vrai. Nous, on souhaite revenir à une version, à des modalités de travail comme on a eu. Le dernier bon dossier qu'on a mené, c'était quand même le dossier du temps de travail où on avait des documents martyrs, on avait des espaces de négociation, il y avait des retours sur ce qu'on portait et on poursuivait nos groupes de travail. Et on terminait avec une réunion de négociation. Alors, pour revenir à Jacques, Jacques, toujours pour rester sur la question de savoir ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'on peut dire, je pose la question comme ça, elle va être un peu longue, mais est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, quand on était dans ces groupes de travail, sur la forme, ça pouvait convenir, c'est-à-dire qu'on avait des groupes de travail qui préparaient les comités techniques, hein, c'est l'endroit où on discute de l'organisation collective du travail. On avait des groupes de travail pour travailler sur le CHSCT, préparer le CHSCT, voire peut-être même des groupes de travail pour préparer les CAP. Est-ce qu'on peut dire que tout doucement, on nous a emmenés vers ça et qu'à un moment donné, parce que tout le monde était assez d'accord sur globalement cette façon de faire, mais est-ce que tout doucement, on nous a un peu, comment dire, muselé et effectivement, c'est un petit peu ce que tu disais au début, est-ce que tout doucement, on a réduit les espaces de négociation? Ouais, là, Pascal, tu as entièrement raison, quoi.
Donc, on dit bien que jusqu'à 2019, début 2019, ça tenait la route, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qui a déclenché la chose, quoi? Bon, bah, entre-temps, M. Rotner, c'est 2018. Oui, élu, ouais, 2018. Oui. M. Pernaut, le directeur général des services, c'est juillet 2018, si je ne me trompe pas. Oui. Ils prennent leur marque, surtout M. Pernaut, ils prennent leur marque. Et on a, rappelle-toi, Pascal, une réunion avec M. Rotner où il nous présente son projet de… La stratégie des ressources humaines. C'est pour ça qu'on peut dire 2018, parce que de mémoire, il me semble qu'il a remplacé Philippe Richert octobre 2017 peut-être, si ma mémoire est bonne. Ouais, non, ça doit être ça. Ouais. Et il arrivait avec la stratégie des ressources humaines janvier 2018, je crois. Et si on prend vraiment l'historique, mais alors ça va être un petit peu long pour les collègues qui nous écoutent. Je rappelle que le premier problème, ça a été les réorganisations de nombreux services au niveau du siège. Oui. Complètement, tout à fait. On a quand même vu l'arrivée de nombreux DGA. Oui, tout à fait. De tous les côtés. Donc, ok, je ne suis pas trop, je veux réorganiser, mais ça a arrivé. Ça a été des chamboulements, et je me rappelle des collègues du siège que je crois par-ci par-là, principalement. Donc, il y avait un gros malaise. Aujourd'hui, il y a le Covid, ils sont en télétravail, ça bouge plus trop, quoi. Et moi, personnellement, je disais à mes collègues du bureau, ça fait 6 mois, les groupes de travail, je ne vois pas à quoi on sert dans les groupes de travail aujourd'hui. C'est pas possible. Et surtout, et c'est vrai, on peut en parler aussi, on s'est rencontrés il y a 3-4 semaines en arrière à lundi, Pascal et Marie-Jo, rappelez-vous, on était plutôt sur les dotations. Oui, sur les emplois. On a mis à l'ordre du jour, dans notre réunion intersyndicale, les dotations, parce qu'on va sans doute parler des conditions de travail. Complètement. Les conditions de travail aujourd'hui pour nos collègues des lycées principalement, mais pas que. Pour les collègues des lycées, moi personnellement, j'avais jamais vu ça, quoi. Après, on avait le fameux PQ, 3 petits points SVM, qualité de service et valorisation des métiers qui… je suis encore en train de licenciement. C'est la suppression de postes, tout simplement. Voilà. Et on avait l'action sociale, on avait évoqué l'histoire de l'amicale et le RIFSET et les dotations. Donc voilà les 3 sujets. Et dans nos réunions, et là, à un moment, on a dit aussi le dialogue social, c'est une des conséquences aujourd'hui où on se retrouve réunis et on boycotte les groupes de travail. Parce que là, on s'est fait mener au bateau. Alors, il y a certains syndicats, mais je ne les nommerai pas, on n'est pas là pour ça. Qui aiment ça, qui se laissent entraîner avec ça. Il faut de la cogestion, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas le rôle d'un syndicat. Un syndicat, on est uniquement, et moi j'ai que cette petite phrase, la défense des intérêts moraux et financiers des agents, de l'ensemble des agents, quoi. Donc on a les conditions de travail, on a donc le RIFSET, on a l'action sociale et on a ce dialogue social qui vaut rien. Alors je pense que le président, alors il a une qualité et ça on ne peut pas lui enlever, c'est la communication. Je pense encore au dernier comité technique. On était en pleine séance. Il nous annonce que le CIA, la part sur la valeur professionnelle pour 2021, il nous l'annonce au CAP, le comité technique, pardon, il commence à 14h, 14h30, 15h30, tous les agents le savaient déjà. Oui, complètement. Le comité technique, les infos, ils partaient. Les YouTube, je mettrais même les TF1, les machins. Tout, il y a une véritable stratégie de communication. Pour, là, ils ont fait il y a quelque chose. Donc, moi, je dis à mes collègues, ne vous laissez pas berner. La politique. Je crois que 70 ou 75% des Français ne croient pas aux politiques. Oui. On est, ok. Marie-Jo, alors, si on se comprend bien tous les 3, alors, moi, je dirais qu'on est, si on fait un parallèle avec la politique et le gouvernement, on est dans une phase de régression dans la démocratie sociale, si on peut appeler ça comme ça, parce que et on est à 3 syndicats, historiquement, on le voit ce qui se passe dans la rue en ce moment, on ne souhaite pas devenir des syndicats d'accompagnement. C'est ça qui nous rejoint aujourd'hui. Alors, voilà, donc je pense qu'on a bien expliqué qu'en ce moment, on est vraiment dans… ça suffit, on n'a plus envie de ça, mais il faut qu'on formalise quand même, c'est-à-dire que si on n'a plus envie de ça, notamment si on met…
dialogue social en tête, avec un certain nombre de dossiers, comme l'a dit Jacques, je pense qu'il fait la bonne transition, c'est qu'est-ce qu'on revendique précisément. Donc, en matière de dialogue social, comment on voit le dialogue social aujourd'hui pour nos 3 organisations syndicales? Marie-Jo. Bah, disons que nous, on veut plus être, nos organisations syndicales, on veut plus être abusées par des réunions qui se tiennent tous les mardis et où ensuite la collectivité annonce qu'elle a pris des décisions avec les représentations syndicales. Oui. Parce que ce n'est pas tout à fait juste. Il y a quand même un sujet qui est chaud bouillant, c'est le sujet des dotations des personnels dans les lycées. Oui. On a vu de surcroît ce que ça a donné depuis la rentrée de septembre, puisque oui. on s'est retrouvé avec des manques cruels de personnel à un moment où on avait besoin de plus de bras, il y en avait beaucoup moins. Ils ont quand même fait durer le plaisir jusqu'au congé de la Toussaint, malgré toutes les alertes qui ont été lancées. Au retour des congés de la Toussaint, ils ont peiné à relancer quelques recrutements de contractuels et ils ont voté aussi, ils ont passé le point pour recruter des vacataires sans avoir informé le comité technique et le CHS, il faut quand même le dire, exact. Ce qui est tout à fait anormal, d'autant plus que la situation des contractuels n'est déjà pas favorable, mais celle des vacataires le sera encore beaucoup moins, puisqu'on va les voir arriver en janvier, ces gens-là. Ça va être des contrats ponctuels, de courte durée. Pour calmer, ça va être des contrats pour calmer les esprits là où ça s'échauffe un peu. On va dire ça comme ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est revenir à un véritable dialogue social et où on discute un peu plus sérieusement des questions des personnels, qui touchent les personnels. Parce qu'aujourd'hui, les personnels sont en souffrance, partout d'ailleurs, sur les sièges aussi, avec… ils ont aussi des conditions de travail sur les sites administratifs qui sont extrêmement difficiles. Je pense qu'il y a des agents dans les sites administratifs qui sont amenés à devoir faire des choses qu'ils ne souhaitent pas et qu'il faut faire, qu'on leur impose. Mais nous dans le travail des agents sur les sites, parce que c'est le fameux PQ-SVM, comme dit Jacques, qui est c'est très pompeux comme nom, mais derrière, c'est quand même beaucoup de postes, c'est beaucoup de postes qui vont disparaître à moyen terme, on va dire. Puisque l'objectif, c'est et l'idée, c'est de les compenser par des TRM et des EMOP. Alors, les EMOP, apparemment, c'est un petit peu en rade. Les TRM, il y a des recrutements qui ont été lancés. Alors, les EMOP, quand je dis c'est en rade, ne rêvons pas. C'est juste un petit peu décalé dans le temps, je crois, d'après ce qu'on peut constater. Mais ça va arriver. Et en même temps, ils vont continuer. On a énormément de départs en retraite, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces postes? On a beaucoup de collègues, on n'arrive pas à avoir les retours des départs en retraite qui avaient été demandés par nos organisations syndicales lors d'une précédente rencontre avec le président Rotner. Je me souviens qu'on avait demandé à avoir aussi comment dire, les chiffres des départs en retraite, parce que les départs en retraite, ils ont des tableaux, ils savent à quel moment les gens remplissent les conditions. Et les collègues ont des délais pour formaliser leurs demandes, donc ils pourraient faire un tableau trimestriel des départs en retraite qui s'annoncent. Et on n'a aucune lisibilité. Je crois qu'il y a une volonté d'être très opaque sur les situations. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lisibilité sur les emplois présents, les emplois, ceux qui vont partir en retraite, les postes qui vont être libérés. On n'a pas de lisibilité sur la volonté de remplacer. Au contraire, le plan, c'est quelque part un plan social pour nos personnels, donc avec des charges de travail qui s'additionnent. Et je crois que depuis la crise sanitaire, depuis le mois de mars, le fonctionnement en mode visioconférence, ils s'en servent à leur avantage parce que le débat est déjà plus difficile en visio qu'en direct. Complètement. Donc voilà. Alors, Marie-Jo, si tu me permets, peut-être pour rebondir avec Jacques sur le sujet, Marie-Jo l'a dit à sa manière, si j'essaie de mettre en priorité à la fois le dialogue social et à la fois les points sur lesquels on est assez d'accord, et on se rend bien compte que tout est lié, c'est-à-dire que de ce qui est en train d'être mis en place, on n'a plus d'espace de discussion. Précisément, alors je te laisse développer, Jacques, mais précisément, si on est sur le dialogue social, au-delà de retourner à des groupes de travail, comment on veut que ça fonctionne? Voilà, oui. Marie-Jo a très bien développé le côté dotation PQ-SVM. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas, je veux dire, on se connaît tous les trois depuis très 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 longtemps, on est pour le dialogue social, ça c'est indéniable, quoi. Un dialogue social où à un moment on se retrouve avec
une personne et un élu, hein, Oui. il y a un pouvoir décisionnel de Oui. trancher. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord tout le temps. Hein, Tout à fait, oui. là, c'est de la négociation, quoi, tout ça. Oui, 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 complètement. Et ce moment, cette rencontre, cette négociation, on l'a pu à aujourd'hui. Oui. On nous présente les Tout à dossiers. fait. Ah oui, si on veut changer une virgule, un mot, machin, il n'y a pas de souci, quoi. Oui. Mais on n'a plus de négociation. On a Madame Goujon, pour ne pas la nommer, on a la direction des lycées, ou on a Oui, oui. une personne de la Le DRH. secrétaire général, voilà. Je veux bien qu'on bosse avec ces personnes pendant une période, mais à un moment, il faut cette phase de négociation et on l'a pu, quoi. Oui, Et, il manque de personnes de décision, en fait. comme on avait un moment, je me rappelle d'une époque, version Lorraine, où on avait ces groupes de travail, où on n'avait personne en face, ça ne sert à rien. Vous Tout à fait. pas en avant, deux en arrière, quoi. C'est comme à Echern. Oui. Ouais, ouais. Et je sais que le président va sans doute communiquer avec l'ensemble des agents par rapport à la position que nous avons tous les trois. C'est clair. Donc, moi, j'insiste, on est pour le dialogue social, mais un dialogue social constructif, quoi, avec un espace de négociation. Et où probablement, Jacques, on est respecté, parce que ce qu'il faut marquer, c'est qu'on n'est plus respecté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire à des agents et de leur dire oui, c'est vu avec les organisations syndicales de manière complète, et de ne pas montrer aux agents qui est pour, qui est contre ou qui ne se prononce pas sur les dossiers. Tous les pouvoirs de la communication, c'est ça, c'est tout un art. Hein. Ouais, et ça, je pense que notre collectivité le maîtrise bien. Hein. Oui. On peut voir, donc, quand on reçoit nos bulletins de paye, on a toujours des infos, ça part de tous les côtés. Là, il y a le petit journal là qu'on a vu, vous. Oui, c'était ça. Oui. Moi, je ne mettrai pas une bonne note, moi, pour l'instant. Hein, bon. Parce qu'on pourrait nous dire oui, mais vous avez le président en face de vous, au comité technique. Sauf qu'il faut peut-être expliquer, c'est qu'au comité technique, quand on est face à lui, on n'est plus dans la capacité de négocier. C'est un espace qui est très restreint. On voit que les syndicats se positionnent des fois de manière tout à fait différente. On prend 2-3 sujets qui intéressent les sujets qu'on met sur la table. Tu l'as évoqué, Jacques. Parle-nous du temps de travail. Le temps de travail, quand même, c'est assez phénoménal sur la directive du temps de travail. Oui, alors sur le règlement de temps. Alors, les dates. 14 mai 14 mai 2019, on a un comité technique. On a 2 points importants. Il n'y avait pas que ça à l'ordre du jour. Il y a le PQSVM, donc les dotations. Le PQSVM n'a pas que les dotations. Hein. Le PQSVM, c'est les dotations, les EMOP, les TRM. Tout à fait. Alors, pour ceux qui nous regardent, des fois, il y en a qui ne savent pas, EMOP, équipe mobile d'ouvriers professionnels, dans le mode de la mobilité, et TRM, titulaire remplaçant mobile. Voilà. Pour les anciens, les TRM, voilà. Alors, ce que j'aime bien, j'ai pas envie de le nommer, le président de l'instance du CHSCT, qui nous dit on va mettre des TRM en place. On en a prévu 40 supplémentaires, puisque ça existe aujourd'hui qu'en version alsacienne. Hein, et on va créer ces TRM en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Il y avait une première version des 40 plus 24, et à terme, on arrive à 200 et des poussières. Quoi. Mais ce n'est pas des créations de quoi. Alors, les dotations. Alors, je vous le fais de tête, mais j'ai encore bossé dessus tout à l'heure. Groupe de travail le 12 mars 2019, après plusieurs demandes des représentants du personnel, des organisations syndicales, on demandait des chiffres. Tout à fait. Et on reçoit un tableau Excel. Et quand on regarde ce tableau-là, je peux vous dire, et précisément à l'époque, c'est 1003,8 ETP qui sortent des établissements. Hein, et dans ce 1003 ETP, on a 462 ETP qui vont aller vers les équipes mobiles et les TRM. Donc, il reste 541 ETP. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça, c'est des suppressions de postes. Tout à fait. Je rassure les collègues, hein, on est des fonctionnaires, on a encore l'avantage de la sécurité de l'emploi, quoi. Mais c'est 541 qui vont disparaître des lycées. Alors, comment ils disparaissent? Bon, les départs à la retraite, forcément, par le biais des mobilités. Et il faut savoir que depuis toujours, on a toujours eu des contractuels ou des CDD sur des postes de titulaires qui étaient non pourvus. Et par ce jeu de chaises musicales, peut-être, je peux vous garantir, et ça, je suis sûr de l'info que j'ai, les maisons de la région, pour cette rentrée de septembre 2020, hein, sur Metz, je crois que c'est 40 postes, sur Thionville, c'est 35 postes de CDD qui étaient sur des postes de titulaires. Donc, ce sont bien des postes de titulaires qui disparaissent. La consigne était bien pour les remplacements, c'était au compte-gouttes. Et ça, je pense que tous les collègues l'ont vu pour la rentrée scolaire. Hein.
a vu, 4 absences dans un lycée, on mettait que ACD, qu'ACDD, et un contractuel. De fil en aiguille, avec le Covid-19, les éloignements, les absences pour maladie, etc., à un moment, les lycées ne pouvaient plus fonctionner. Complètement. Donc, on levait le pied, ils ont commencé à remettre plus de contractuels. Mais de fil en aiguille, il y avait tellement d'absences, tellement de collègues absents qu'ils en sont venus aux vacataires, quoi. Et donc, les vacataires, donc, comme disait Marie-Jo, ça ne nous a pas été présenté, ça nous a été imposé, de façon Monsieur Rotter, quoi, imposé, voilà. Donc, et les conditions de travail de nos collègues à aujourd'hui, moi, jamais on a pu voir ça, quoi. Donc, le PQSVM, ce plan de qualité de service et valorisation des métiers, mais rien que le titre lui-même, c'est affolant. Comment alors, on est contre, bien sûr, les syndicats, les vrais syndicats sont contre. D'ailleurs, on avait tous voté contre au comité technique du 14 mai. En plus, oui, les 6 organisations avaient voté contre. Tout à Pour le fait. règlement de travail, on n'était pas tous du même avis, mais les 3 là présents étaient du même avis. Oui. De mémoire, il y en a 2 qui n'étaient pas du même avis. Mais on avait tous voté contre. Et comment on peut expliquer, comment le président, parce que le seul coupable, c'est M. Rotner, comment on peut mettre en application le PQ, donc ces suppressions, tu as dit bilan à la somme de suppression de postes à cette rentrée scolaire alors qu'on est en plein Covid. Oui, avec des protocoles sanitaires qui demandent énormément de contributions des collègues, les suppressions de postes, les maladies, les éloignements. Mais comment peut-on mettre ça en place maintenant? À la limite qu'il le retarde, qu'il l'aurait fait l'année prochaine ou après le Covid. Mais là, ils le font là. Ça prouve le niveau, quoi. Ça prouve le manque de considération des agents qui sont dans le lycée. Alors, il ne suffit pas d'avoir des belles paroles comme ils ont dans toutes les instances, en CHSCT, faire des CHSCT extraordinaires, si c'est pour blablater, etc. En attendant, nos collègues dans les lycées, ils galèrent. Et ça, vraiment… Alors, moi, je fais un petit laïus aussi pour les administratifs, mais sans rentrer dans le détail, parce que c'est plus compliqué à cerner, autant pour la CGT que pour vos syndicats. Mais ce qu'on se rend compte quand même pour les administratifs, on est à peu près dans le même type de politique, mais qui n'est pas affiché. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a un gel des postes qui est assez considérable. C'est-à-dire que tous les départs en retraite ne sont pas remplacés. Et on essaie de faire de l'horlogerie et puis de redéfinir des postes pour absorber des quantités de travail. Honnêtement, nous, on est certain de notre fait. Après, il va falloir qu'on le démontre, mais qu'on est vraiment dans le même esprit de mutualisation, là, c'est-à-dire mutualisation individuelle ou collective, pour absorber les tâches et les missions. Alors, dès lors, je pense que ceux qui nous regardent ont très bien compris, c'est qu'à la fois, il y a des dossiers tendus, c'est-à-dire des dossiers qui dégradent le service, qui dégradent les conditions pour les agents, parce que quand on doit faire un travail, qu'on est deux fois ou 3 fois moins, ça ne le fait pas. Dès lors qu'on n'arrive plus à avoir des espaces pour négocier, moi, je vous pose la question, alors je la repose parce que je l'ai déjà posée, mais donc on revendique, si je formalise, on revendique probablement une manière de négocier comme on avait vécu il y a quelques mois en arrière, du temps de Jean-Luc Warsmann, parce que je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Bon, il faut peut-être un petit peu l'expliquer, c'est-à-dire avec des éléments qu'on a d'une manière véritable, avec quelques réunions où on a l'espace de temps de discuter entre nous, ou en tout cas avec nos adhérents, avec les agents. Et puis après, vraiment des espaces de négociation. Et la deuxième chose, c'est de mettre sur la table au moins les 2 ou 3 dossiers qui sont prégnants. Alors, vous l'avez dit, c'est les dotations, mais il y a aussi le régime indemnitaire. Vous avez peut-être qui va en dire Marie-Jo, le RIFSEP, vas-y voir, Marie-Jo, sur le RIFSEP. Oui, écoute, sur le RIFSEP, depuis février, pour ce qui concerne les ATE, le décret qui déplafonne le RIFSEP pour les ATE est sorti en février. Le règlement du RIFSEP indiquait qu'au lendemain de la sortie du décret, les nouvelles règles s'appliqueraient à l'ensemble des personnels, des ATE. Or, elles ne s'appliquent toujours pas, puisque les agents, les ATE n'ont pas la totalité de ce qu'ils pourraient avoir au titre du RIFSEP, tel que le prévoit le règlement d'application du RIFSEP. Donc, ce règlement qui a pourtant été voté n'est pas respecté, puisqu'il est écrit noir sur blanc que lorsque le décret sera voté, on reconsidère le RIFSEP pour les ATE. Ça n'a pas été fait. Et il y a aussi la clause de revoyure pour les administratifs. Complètement. Ils ont refusé de tenir la réunion cette année. Donc, alors, de manière pratique ou factuelle,
Ce qu'on peut dire, et Jacques Vallée sur ce sujet-là, c'est aujourd'hui, à compétence égale, on va dire à compétence, expérience égale, il y a une véritable injustice pour les agents de lycée. C'est à peu près combien par an? 700 ou 800 euros, Jacques? Ben non, si tu, pas compte, si tu prends le CIA et les bonifications, Oui. moi je calcule entre 1200 et 1500 euros bruts par an. D'accord, ok. Donc on est plus proche des 1000 alors. Ouais, ouais. Alors maintenant, Honnête, c'est vrai que le président, lors du dernier comité technique, a annoncé que le CNAS, il n'allait pas le supprimer et Oui. que sur le CIA, donc on a deux parties, le présentisme et la valeur professionnelle, que pour l'année prochaine, en 2021, donc en novembre 2021, la valeur professionnelle, les agents des lycées le toucheraient. Oui. Un mot sur le RIFSET. Effectivement, on a eu donc, de bonnes négociations avec M. Wassman. Rappelle-toi, on en a fait des groupes de travail en 2017. Voilà. Et on a eu un comité technique en novembre 2017. Il y a eu une délibération des élus en décembre 2017 pour valider le règlement, où on a rebossé dessus en avril 2018. Et comme disait Marie-Jo, on avait un problème, nous, le cadre d'emploi des ATE, on a un cadre d'emploi spécifique, on avait un plafond, grosso modo, à 3 800 euros en fonction du grade. Ouais. Et tandis que nos collègues du siège et nos collègues du siège ATT, qui n'étaient pas des ATE EE, donc techniques, les techniciens aussi. Carondi, il a 12 000 euros. Ça ne veut pas dire qu'on devait gagner 12 000 euros. Le règlement, oui. Entre la part fixe, le CIA et les bonifications, voilà, on perd entre 1 200 et 1 500 euros bruts par an. Quoi. Donc, ce règlement disait bien qu'on savait qu'un décret devait sortir pour les ATE. Et ce plafond est monté pratiquement à 10 000. Il est sorti en février de 2020, ce décret, pardon. Et dans le règlement, donc, le premier jour du mois de la sortie du décret, on devrait toucher ça. Le président au comité technique du 12 mai de cette année, 2020, ensuite, comme on a cette crise sanitaire et pour raison de crise économique, puisqu'il nous disait que pour cette année, 75 millions de pertes de recettes, voire 250 millions pour fin 2021. Donc, je n'appliquerai pas le RIFSET. Donc, il le dit bien dans ce comité technique du 12 mai 2020. Je n'appliquerai pas le RIFSET. J'enlève le CNAS pour quand il nous annonce ça, je supprime le CNAS pour 2021. Les CAP, où on avait les promotions ou les avancements de grade au 1er janvier de l'année en cours, pour la dernière de septembre, c'était le 1er octobre. Et pour celle à venir, ça sera le 1er mai 2021. Qu'est-ce qu'il nous avait encore fait? L'amicale. Le bureau de l'amicale, je dis la vérité, le bureau de l'amicale avait décidé sur leur budget d'1,2 million de fonctionnement de laisser 800 000 euros à la collectivité. Monsieur Rotner leur a dit merci. Il a dit, du coup, je vous impose pour l'année prochaine la même chose. C'est-à-dire que le budget de l'amicale aujourd'hui est de 400 000 euros au lieu d'1,2 million. Quoi. Donc, vous voyez. Et bon, là, au dernier comité technique, il a lâché sur le CNAS, et puis sur le CIA, sur la valeur professionnelle. Quoi. Le RIFSET, il nous le doit. Donc, tu sais, Pascal, Marie-Jo, vous savez que nous, j'étais encore en communication tout à l'heure, on a envoyé ce dossier de RIFSET à notre fédération et au service juridique. Il n'y a pas de raison. Déjà, le RIFSET en lui-même, c'est quand même l'indemnitaire varié dans tous les sens pour tous les agents. Il y en a un cas qui est la même chose, etc. C'est déjà un problème en soi. Mais là, alors, il a proposé la sortie pour les encadrants, la sortie du cadre d'emploi des ATE. On a ceux qui vont intégrer les EMOP et les CEMIL et les TRM auront la possibilité de toucher l'intégralité. D'ailleurs, les encadrants qui sont sortis, ça leur fait entre 200 et 250 euros en plus mensuellement, brut, aujourd'hui. Pour nous, Force ouvrière, en tout cas, on n'a pas besoin de sortir du cadre d'emploi des ATE. C'est un choix personnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir. C'est un choix personnel. On réclame l'intégralité du RIFSET pour tous les agents de la collectivité. Ouais, la ligne. J'ajouterais pour les administratifs, pour contrebalancer, alors on a un peu discuté, mais je sais qu'on va poursuivre nos discussions entre nous, c'est pour avoir un équilibre aussi, pour que les administratifs soient dans le coup, c'est-à-dire que sur la clause de revoyure, il y a quand même des injustices sur le fait qu'un certain nombre d'agents ne sont pas dans les bonnes fonctions, ça fait quand même des fois 100 ou 200 euros d'écart pour passer d'une fonction à une autre, qui a des formes de critères comme ça. Et puis, on est en train de discuter tous les trois sur la possibilité peut-être de mettre en avant aussi cette revendication sur le télétravail, si ça devait lâcher prise d'un côté ou de l'autre. Donc, mais bon, ça fait partie des discussions parce qu'on est véritablement, je le dis, sur les emplois
les dotations sur le RIFSET de manière générale. Et il faut qu'on trouve matière à contrebalancer. Qu'est-ce qu'on attend de Rotner aujourd'hui? Est-ce que je peux dire que globalement, si on a toujours l'image de dire que quand on négocie avec quelqu'un, il y en a toujours un qui veut le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein et vice-versa. Sans aller dans la démesure et dire qu'on ne veut pas tout à la fois, parce qu'on sait bien évidemment que si on est dans une opération de négociation, on ne veut pas tout à la fois. Est-ce que je peux dire que globalement, nous 3 organisations syndicales, on veut revenir à un dialogue social dans lequel on arrive à marquer nos positions et à trouver un espace véritable de négociation avec quelqu'un qui décide, qui décide véritablement, qui a le pouvoir de décider, et qu'on cherche un équilibre dans les revendications qu'on porte, parce que là, compte tenu du Covid, il y a ces troisième aspect, les activités sociales et culturelles, sur lesquelles il faut qu'on discute aussi, où on a bien senti que dans les mesures Covid, on a essayé de récupérer de l'argent un peu partout, là où peut-être le président a considéré qu'ils avaient peut-être trop facilement cédé à une amélioration du régime humanitaire quand on a négocié en 2018. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ou est-ce que je le résume mal? Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Je résume bien. Je te rappelle que là, va être la prochaine plénière, il y a quand même une baisse de 1,3% sur le budget de fonctionnement. Oui. Donc, je ne vais pas aller dans la démagogie. Je veux dire, on sait tous que le président a pas distribué. Voici distribuer de l'argent par-ci, par-là, etc. Mais je ne rentre pas dans ce débat-là. Là, dernièrement, on a appris qu'un service de la collectivité qui avait un budget de fonctionnement de 3 millions va passer à 6 millions pour pouvoir bosser avec l'ARS. Oui. Quand il faut aller acheter des masques pour Pierre-Paul Jacques, les lycées au Liban, des choses comme ça, on arrive à se trouver. Un petit exemple, Jacques, en passant quand même, parce que c'est vrai qu'on va nous dire « Ouais, mais vous faites de la politique. » Oui, non. L'histoire des 1 euro pour 1 euro dépensé pour les cafetiers, il y a un moment donné, comment dire… Le dernier exemple, c'est ça. Ouais. Si vous donnez 5 euros à un cafetier, la collectivité en met 10. Ouais. Le double de ce qu'on met, quoi. Mais on a assez de bouteilles tous les 3. Je veux dire, la négo, c'est la négo. Hein. On n'obtient pas forcément ce qu'on veut. Après, on peut trouver des terrains d'entente. Rappelle-toi, Pascal, pour la version Lorraine, quand on est en 2005, quand on a basculé, 2008, quand on a basculé de l'État, nous les TOS, vers les collectivités, avec Jean-Pierre Masseret, la négo s'est fait qu'on est monté progressivement. Tout à fait. Voilà. Ça ne s'est pas fait d'un coup. On a trouvé des accords. Ouais. Voilà, tout à fait. Nous, sinon, je ne vois pas. Sinon, on est des syndicats jaunes ou des syndicats d'accompagnement et ça ne sert à rien. Et les plus grands perdants, ce n'est pas toi, moi, Marie-Jo, toi et moi qui sommes perdants. C'est l'ensemble des agents, quoi. Tout à fait. Notre rôle, on ne gagne rien personnellement aujourd'hui. On est vraiment, et je pense qu'on est des vrais militants. Et je crois que tu as fait une petite parenthèse et qui me plaît bien. On est souvent tous les 3 pas d'accord. Oui. Oui, ça peut, oui. Ça arrive. Et ben oui, mais ça, c'est normal. C'est ce qui fait la force des OS, quoi. Et là, on a, comme tu disais, on a 3 points vraiment qui nous sont communs. Les dotations, le RIFSET et l'action sociale, on a encore à discuter. Le télétravail, on a encore à discuter. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Mais ce qui nous relie aujourd'hui, c'est en premier, même avant le RIFSET pour moi, c'est les conditions de travail de nos collègues. Et c'est forcément lié aux dotations, quoi. Mais tu vois, Jacques, et on en discute, c'est ça qui fait qu'on peut démontrer l'entente quand on est entre nous. Allez, Pascal, on fait comme si on était tous les 3, qu'il n'y avait personne. Oui, c'est un peu ce qu'on disait, d'ailleurs, vendredi, quand on discutait tous les 3. Moi, je vais un peu sur la loi de transformation de la fonction publique, parce que là, en ce moment, on va le comité technique paritaire qui arrive, sur lesquels on va probablement boycotter si on n'a pas ce rendez-vous avec le président, mais on va en discuter. Il y a l'obligation maintenant de nous présenter les lignes directrices budgétaires. Il y a l'obligation, là, fin d'année, aussi de se préoccuper des CAP, du contenu des CAP prochaines. Alors, quand je dis contenu, c'est plutôt la possibilité pour nos employeurs de déshabiller les CAP. C'est des sujets sur lesquels il faut qu'on discute, parce que je crois qu'on est assez d'accord tous les 3.
de dire qu'aujourd'hui, si on vide les CAP de leur substance, si on ne continue pas comme on le faisait auparavant, mais là, on ne va plus rien voir. C'est-à-dire que là, on va encore pouvoir réduire les promotions, les avancements pour les collègues, ou faire du clientélisme. C'est encore des sujets sur lesquels il faut qu'on discute, parce que si on cède, c'est maintenant que c'est en train de jouer. De toute façon, qu'on soit présent ou pas présent, il y a un moment donné, si on ne sort pas les dents collectivement, les agents vont perdre beaucoup avec cette loi de transformation de la fonction publique. Ah, bah, la loi de la transformation de la fonction publique, c'est pour tuer le statut. Oui, oui. Hein, comme, comme la loi travail, le code du travail, quoi. Oui, tout à fait. Parce que voilà, j'ai bossé un petit peu sur les lignes directrices de gestion, une obligation à la collectivité de nous le présenter, etc. Oui. Et quand je regarde ce qui reste dans les CAP, à part les trucs disciplinaires, les contestations de notes, c'est tout ce qui reste dedans, quoi. Ah oui, c'est une coquille vide. Ils en font une coquille vide. Alors, on nous a promis des groupes de travail en amont où on pourrait soi-disant discuter. Bon, moi, je suis comme ça, Thomas. J'attends de voir travail. Non, on vit quand même une période où l'actualité, le Covid au premier, je veux dire, hein, personne n'a connu cette pandémie, et j'espère qu'on ne la reverra plus par la suite, quoi. La loi de transformation, hein, les retraites, c'est un peu en stand-by, mais c'était quand même hyper d'actualité. Oui. Hein, et la marche en avant pour la destruction de la fonction publique et du service public, égalitaire à tous. C'est ça qui est en train de disparaître. Je pense qu'en face de nous, alors ils nous mettent souvent sur la table, je vois M. Pernaut souvent, le service public, le service public. Non, en face de nous, on a pratiquement des patrons. Des patrons. Le service public, je me rappelle quand je suis rentré dans l'éducation nationale, vous avez une vitre qui est cassée, un bris de glace qui est cassé, un vomi par là, c'est ça les agents. Voilà. Aujourd'hui, on nous demande presque de la production, quoi. Pas ça, ça c'est le privé, ça. On a des patrons à la tête maintenant, mais c'est la politique du gouvernement, quoi, tout simplement, quoi. Alors Marie-Jo, je vais poser une petite colle, un petit exercice. Oui, vas-y. Si on avait des agents ou des adhérents d'autres syndicats qui nous regardent, c'est quand même d'avoir un mot vers eux et de leur dire, parce que Jacques a dit, tu vois, syndicat jaune, syndicat d'accompagnement, le tout c'est d'aller sur le fond, c'est-à-dire que pour toi, est-ce qu'on n'est pas en train de louper, on est en train de louper un moment en ce moment, et on n'est pas responsable puisqu'on est en train d'ouvrir notre bouche. C'est-à-dire qu'on a encore, dans les jours qui viennent là, on a encore une… Est-ce que pour toi, on a encore un temps pour défendre un certain nombre de choses? Et quand je citais l'exemple des CAP, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire on pourrait garder nos CAP comme les fonctionnent malgré la loi de transformation publique. Est-ce que tu aurais un mot pour ces agents ou ces adhérents des autres syndicats qui nous regardent? Ou même les autres syndicats, parce que moi, je ne comprends pas. Sur le plan national, on est tous vent debout, collaboration, la loi de transformation publique. Est-ce que tu as un mot vis-à-vis des agents de ces adhérents ou de ces syndicats? Moi, j'ai envie de dire aux collègues qu'il faut regarder ce que l'on vit au quotidien, parce que c'est ça aussi qui nous guide, qu'aujourd'hui, la collectivité, elle fonctionne un petit peu comme fonctionne le gouvernement, avec des grands principes, avec des discours où on nous brosse où on se croirait dans le monde des bisounours, mais que tous les matins, on est les uns et les autres confrontés à un certain nombre de réalités. Et que le fait de nous faire agir dans l'urgence et en l'absence de discussion, de débat et de négociation sur l'ensemble des sujets qui nous préoccupent, ça met en péril le service public et de fait nos emplois. Parce que le service public, c'est nous les personnels qui animons le service public. Et je pense qu'on n'est pas obligé, malgré tout ce qui nous tombe au niveau national, effectivement, la collectivité peut aussi faire un effort pour ses propres personnels, parce que les personnels, depuis plusieurs mois, ils sont un petit peu oubliés. Et le discours est toujours le même, la crise sanitaire, les budgets, etc. En attendant des budgets, on voit quand même que de l'argent est prévu pour venir en aide un petit peu partout. Alors, moi, j'en appelle aux collègues de nous rejoindre parce qu'il faut quand même faut quand même que le président Rotner, il ne se contente pas de dire je suis un défenseur du service public. Il faut qu'il mette les moyens pour faire vivre le service public. Et aujourd'hui, le service public qui relève du conseil régional du Grand Est, il est en difficulté.
et que tout est à gagner. Ouais, j'aurais pas aussi bien dit. Et en même temps, tu fais la transition. Donc, pour Jacques, qu'est-ce qu'on attend de Jean Rotner aujourd'hui? Ben, moi, la chose est simple. Aujourd'hui, on a envoyé la semaine dernière, comme je disais au début de l'émission, une demande de rencontre avec le président. Donc, ça, c'est la première chose qu'on demande. Oui. C'est de le rencontrer et entre quatre yeux, de remettre en place un dialogue social constructif dans l'intérêt de tous. Et on n'est pas. Il ne faut pas croire qu'on est borné. On sait très bien ce que c'est la crise sanitaire et la crise économique. Les difficultés suite à cette crise sanitaire, on en est bien conscient. Donc après, on peut en discuter. Je vous rappelle quand même que chaque fois qu'il nous a fait ces annonces, ce n'était même pas pour avis, on n'en avait même pas discuté, c'était pour information. Donc on n'avait pas de vote à faire ou quoi. Le comité technique du 12 mai, il nous annonce au point 2 de ce comité technique, bing, 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 il a tranché. Point. Okay. On responsable parce qu'il est patron, etc. Joker, on est de la fonction publique, on a des représentants du personnel, élus par les personnels, nous, et on est là pour les représenter. Ça, c'est voilà. Après, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on discute, et voilà. Mais aujourd'hui, avec M. Rotner, il est très fort en com. Moi, c'est ça qui m'épate chez M. Rotner, c'est qu'il est très fort en communication et il pourrait nous faire passer pour des moutons noirs, FO, la CGT, FSU. Non. On a toujours été ouvert au dialogue, on a toujours discuté, mais pas de cette manière. On a une version qu'on n'a pas trop connue en version Lorraine. Je pense que pour nos collègues chambardonnais, c'était la même chose. On a plus une version qu'ont pu connaître nos collègues. Et je peux d'autant plus en parler que FO existait en version alsacienne, ex-région alsacienne, c'est eux qui décident, point, et c'est comme ça, quoi. Rappelez-vous, Marie-Jo ou Pascal, quand on a commencé les campagnes pour les élections professionnelles, nous, FO, on arrivait vraiment en Alsace et qu'on allait voir nos collègues dans les lycées, c'était assez impressionnant, quoi. Oui. Impressionnant, Ils n'avaient rien. Rappelle-toi qu'ils n'avaient pas d'amicale. Les collègues du siège, eux, ils n'avaient pas le droit d'aller. Ils n'avaient aucune info. Et là, j'en veux à tous les syndicats de l'époque, dont FO. Donc, ça me va. Donc, je peux y aller librement. Ne remplissez pas leur rôle. Syndicats qui étaient des syndicats d'accompagnement du patron. Ce n'est pas le but du syndicat. Mais en tout cas, le syndicalisme, comme je le vois moi. Alors, d'ailleurs, Marie-Jo, vas-y. Oui, je voulais dire, d'ailleurs, nos collègues alsaciens ont quand même pu voir ce que c'était que le fonctionnement des syndicats, puisque, entre-temps, ça leur a quand même apporté un certain équilibre par rapport à ce qui existait déjà en Lorraine et en Champagne-Ardenne. On va prendre le cas du régime indemnitaire, qui a été très bénéfique pour les collègues en Alsace, puisque ça a été les grands bénéficiaires du régime indemnitaire. Sauf qu'aujourd'hui, on veut maintenant nous couler vers le bas en termes de postes, en termes d'emploi, comme ça c'était déjà en Alsace, en fait, parce que le citron a été bien pressé dès le transfert des agents vers les régions. Donc, voilà. Et il y a tout un travail à construire avec les personnels, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser, si je peux me permettre, Pascal. Vas-y. Je me rappelle donc la manifestation qu'on avait fait en 2017. Et M. Richert disait le régime indemnitaire, on va l'augmenter comme ça. Donc, il a mis au même niveau que les Lorrains pour les Champardonnais et les Alsaciens. Et on avait envahi la séance plénière, etc. Mais tu te rappelles, une des dernières manifestations, et ça m'avait marqué, on avait fait une petite manifestation à Strasbourg et une à Metz. Et M. Rotner avait appelé la préfecture. Alors, on s'est retrouvé avec des CRS ici à Metz. Et je me rappelle, j'avais des gaillards d'un mètre, vous imaginez, des gaillards d'un mètre 80, 90 derrière moi, habillés en Goldorak. Et quand le responsable est venu me voir, il m'a dit le premier qui bouge, on l'embarque. Donc, Rotner, voilà la façon dont il voit le dialogue. Il avait appelé la préfecture et on avait les compagnies de CRS qui étaient derrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, à mon avis, c'était déjà un signe précurseur. Alors, moi, pour pas reprendre ce que vous avez dit, mais je le dis avec mes mots aussi, tu as raison, Jacques, moi je dirais, quand tu parles de la stratégie de communication, je pense que c'est propre aux politiques aujourd'hui, ou en tout cas à un certain nombre de politiques qui nous gouvernent,
Parce que quand on regarde un petit peu, il y a toujours dans les lois, on dit loi de transformation de la fonction publique, on pourrait penser qu'on la transforme en bien. Quand on parle de parcours de sécurisation, de valorisation des métiers, on pourrait penser que c'est en bien. Et en fin de compte, quand on est dans le sujet, on voit que c'est tout le contraire. On voit que c'est tout le contraire, c'est réduction des moyens, réduction des effectifs et de fait, réduction du service public. Alors, je pense qu'un citoyen qui nous regarderait, il comprendrait très vite quand on lui parle de la problématique du Covid avec la gestion des lits de réanimation. Mais le gros risque, et pour terminer là-dessus, c'est vraiment le risque de démocratie sociale qui est touché. On sait pertinemment qu'on s'avance tout doucement, on va droit dans le mur, c'est-à-dire autant pour les agents, autant pour nous qui les représentants, parce qu'en plus, il y a la suppression des CHSCT, je pense qu'il y aura forcément de fait une réduction des droits, et il faut qu'on en parle. Alors, je ne m'étends pas là-dessus, mais… N'oublie pas les usagers aussi, hein, parce que les usagers… Complètement, tout à fait. Et, ben, de facto, c'est les usagers qui trinquent. Hein. Oui. D'accord. Oui. Alors, dans les prochains jours, alors tu l'as dit, je crois, vous l'avez dit tous les deux, on a commencé à boycotter les groupes de travail parce qu'on considère que ça ne sert à rien. Oui. À la mesure où on ne marque pas nos revendications, on ne prend pas en compte, même pas de les noter ou de positionner nos revendications telles qu'on les porte. Donc, on a boycotté les groupes de travail. Assez rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que la semaine dernière, dans un tour de table très rapide de nos directions syndicales, on a vu tout de suite que ça faisait l'unanimité. Donc, on a boycotté le CHSCT et on est parti pour boycotter les instances paritaires dès lors qu'on n'a pas de rendez-vous avec le président. C'est-à-dire qu'on a demandé un rendez-vous au président, on l'attend. Ça fait, alors, on a fait la demande mardi dernier. Oui, une semaine. Demain, on sera une semaine. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Hein, on est d'accord, on n'a pas de réponse. Donc, est-ce que on est quasiment convaincu que le président va vouloir durcir le jeu? Alors, comment on s'organise dans les jours prochains? Quelle est notre manière d'appréhender les choses? Quel est notre sentiment sur le sujet? Qui veut démarrer? Je veux bien démarrer. Vas-y, Jacques. Ouais, je pense qu'on est bien conscient. À la limite, j'espère me tromper, quoi. Je pense qu'avec M. Rotner, ça va être un bras de fer. Je pense qu'il lâchera difficilement, etc. quoi. Donc, je tenais à alerter tous les collègues qui nous écoutent. Oui. Faites attention à la com. M. Rotner est très fort vers la communication. Il va vous dire FO, CGT, FSU, rupture du dialogue social, c'est de leur faute. Et FO avait communiqué des tableaux. C'est pour ça qu'on donnait plus de… Non, j'insiste bien. Les groupes de travail, ça fonctionne depuis pratiquement 2 ans. Hein. Oui. Tout à fait. Parce qu'on avait, nous, FO, diffusé un document, soi-disant, c'était un tract. Hein. Ouais. Oui. Nous, on souhaite rencontrer le président, on est capable, on est des grandes personnes et on est des responsables et on a des instances qui sont capables de trancher, c'est de le rencontrer et de discuter entre 4 yeux. Quoi. Parce que là, comment tu as dit, Pascal, tout à l'heure, peut-être on s'est fait endormir. Oui. On s'est fait emmener, on s'est fait endormir. Oui. Ah oui, Marie-Jo ouvrait sa bouche, là, les groupes de travail, Pascal aussi, Castelli aussi ouvrait sa bouche, etc. Mais on voyait bien, voilà, pour l'intérêt de tous, il faut qu'on rencontre le président, qu'on puisse convenir d'un dialogue social constructif avec une phase de négo. Oui. Une phase de négo, ça ne veut pas dire qu'on va gagner à tous les coups. Et voilà, c'est ça une phase de négo. Quoi. Et ça, là, on ne l'a même pas. Et je pense que ça, c'est le minimum syndical. Quoi. Sinon, si pour aller faire des réunionites, voilà, Marie-Jo. En même temps, on voit bien que le président tente d'établir un rapport de force puisqu'il n'a pas il n'y a pas eu le moindre retour, même pas un accusé de réception de la demande d'audience. Donc, nous aussi, il va falloir qu'on organise le rapport de force. Oui. Donc, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on travaille pour faire des propositions pour établir ce rapport de force. On sait qu'on va arriver au congé de Noël, donc il faut qu'on se prépare avant les congés de Noël, de façon à être fin prêt en janvier. Si le président ne nous reçoit pas, si le président ne veut rien lâcher par rapport aux échanges qu'on pourrait avoir en supposant qu'il nous reçoive, il faudra bien qu'on passe aussi à l'étape supérieure. Mais ça, on peut le faire qu'avec les personnels. Et comme le dit si bien Jacques, méfiez-vous des méthodes de communication de la collectivité et du président parce qu'il est très fort en communication et ne vous laissez pas endormir par des belles paroles. Le Père Noël, il ne va pas passer, il ne faut pas rêver.
Ils ont adopté des positions assez dures au niveau de la collectivité et il va falloir s'en défendre. Et nous, en tant que représentants des personnels, on va travailler à mettre des outils en place pour pouvoir se défendre. Mais effectivement, c'est à vous, les personnels, de s'emparer de ces outils. Parce que sans vous, les outils, ils ne pourront pas, comment dire, ils pourront pas produire d'effet quelque part. Donc, ça vous appartient après de défendre les emplois, les conditions de travail, le RIFSEP et tout ce qui va avec, tout ce qui englobe notre quotidien. Mais ça nous appartient à tous. Nous, notre rôle, c'est de mettre des outils. Mais je pense, Pascal, ce qu'on va faire en premier, en tout cas, on va le faire à Force Ouvrière par rapport à nos adhérents. Et après, on est chacun de son côté. Et après, on a une communication à faire à l'ensemble des agents, hein, de vraiment expliquer concrètement ce qui se passe actuellement et pourquoi on a boycotté les trucs. Après, je pense qu'il faudra, l'année prochaine, il faudra mener une action d'envergure et on est capable de l'organiser, nous trois. Parce que je vous rappelle quand même que la CGT, FO et FSU, nous représentons, je pense, à nous trois, 80, 85%. Oui, 70 à 80%, oui. Je n'exagère pas. Hein. Sur les trois syndicats qui ne sont pas avec nous, il y a encore un syndicat qui représente un peu les ATE, puis point à la ligne. Quoi. Donc, moi, je pense, à un moment, on a, comme il nous dit souvent, on a des obligations, mais on a aussi des droits. Et on aura sans doute le droit de manifester. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Ce n'est pas interdit, je vous rappelle, hein, quand même. On va laisser passer l'année 2020. On va voir si la collectivité ou la direction générale ou le président revient vers nous. Nous, on est toujours ouvert au dialogue. Ça, j'insiste énormément. On est ouvert au dialogue, hein, sur une vraie version du dialogue social. Pas un simili, pas un simulacre de dialogue social qui fait une avancée. Et comme tu disais, c'est fait vraiment, nos collègues n'insistent pas, mais c'est fait à la hussarde, hein, les groupes de travail. On en a 2 par jour, on a les documents le jour même, la veille, si ce n'est pas le lendemain du groupe de travail, on a déjà eu des versions comme ça. Aujourd'hui, le document de travail, sans doute à cause des faux, 10 minutes avant le groupe de travail, vous avez le document dans la main. Même si FO est responsable, admettons. Mais comment voulez-vous travailler avec un document qu'on vous dépose sur la table, en visio, 10 minutes avant le début de la séance? Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps de le préparer, rien. Ça ne sert à rien, ces groupes de travail. Ça ne sert à rien. Ça me paraît tellement évident. C'est très significatif de leur refus de l'échange, quoi, en fait. Il n'y a pas d'autre méthode à utiliser quand on ne veut pas discuter avec les représentants des personnels. Aucune raison d'aller assister à des groupes de travail où on vous donne le document sur table et moi j'ai vu ça la dernière fois, on a fait un groupe et le lendemain quand j'ai lu le document tranquillement, zut, j'ai pas posé la question là, zut, j'ai pas posé la question là, zut, j'aurais dû aller sur ce sujet là, mais on le faisait sur le qui-vive, quoi. Mais de toute façon, vu la façon dont ils enquillent les groupes de travail et où il n'y a pas de retour non plus de ces groupes de travail, de toute façon, quoi qu'on dise, on n'a plus de retour. Avant, on avait un retour sur ce qui avait été apporté au groupe de travail. Là, on n'a même plus de retour. Donc, les instances, c'est pareil. On disait tout à l'heure, les instances, comment on fait dans les instances, de surcroît maintenant uniquement en visio. Dans les instances, on a un nombre de points à l'ordre du jour. Quand tu vois qu'ils veulent ficeler une instance en 2 heures, c'est impossible, c'est intenable. Tu as bien fait d'assister là-dessus. Encore une preuve du dialogue social. Quand on a un CTP ou un CHSCT, c'est vraiment le truc, commence 14h30. Donc, quand il arrive 17h, hein, tout le monde est pressé. Les points d'hiver, une fois on nous l'a fait, on les fera après. Le président souvent quitte l'instance. Alors qu'avant, on avait des périodes, on démarrait le CHSCT le matin, et s'il fallait continuer, on pouvait continuer l'après-midi. Là, c'est fait à la hussarde. D'ailleurs, moi, je mets une couche là-dessus parce que quand on est sorti des élections professionnelles en 2018, nos nouveaux mandatés, parce que bon, on a des anciens qui restent dans les délégations, mais il y en a des nouveaux qui arrivent. Quand ils découvrent la manière dont se déroulent les instances, ils sont sidérés. Ils disent toujours, il y a toujours la réflexion, mais si les agents voyaient comment ça se passe, comment on est considéré, mais c'est terrible, quoi. Ah oui, alors, ça c'est certain. Je me suis toujours dit ça, que si les agents se rendaient compte de la réalité du terrain. J'ai eu pas mal de fois la réflexion de mes camarades dans les différentes délégations disant mais je ne pensais pas que c'était comme ça, quoi. C'est terrible. Alors, pour ma part, dans ce que vous dites, moi j'ai 3-4 choses à dire qui va dans le sens où vous êtes allé. C'est j'oublie pas, juin 2019, où Jean Rotner nous a dit, à l'issue d'une manifestation la même qu'utilisée où il y avait les CRS, voilà, rappelle-toi,
on avait été reçu dans un syndical, il avait dit de toute façon, les agents ne vous suivent pas, donc ce n'est pas la peine de la ramener. Et de toute façon, si vous voulez aller sur le terrain politique, je vous attends, on va s'amuser. Moi, ça m'avait pris la tête. Oui, il l'avait dit. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours une maxime qui me revient en tête, c'est de dire que quand le sage montre la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt. Et je trouve que quand on s'inspire de cette image-là, c'est un peu la représentation qu'a le pouvoir dans les collectivités, en tout cas ceux qui ont le pouvoir, c'est de les considérer comme des sages. Beaucoup les considèrent comme des sages. Sauf qu'à un moment donné, le sage, ce sage-là, il a tendance à montrer plutôt son doigt que montrer la lune. Et tout le monde se focalise là-dessus. Donc, c'est d'attirer, notre difficulté, c'est d'attirer, alors je ne traiterai pas les agents d'idiots, hein, mais c'est de faire comprendre à ceux qui ne sont pas au courant ce qui se passe en coulisses, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. La troisième chose, c'est de nous considérer, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas une grande gueule dans l'expression qu'on a aujourd'hui. On est très modeste, on sait ce qu'on vaut. Oui, le président dit clairement qu'on n'a pas voix au chapitre, probablement qu'il n'a pas tort. Mais par contre, tu l'as très bien dit, Marie-Jo, c'est qu'on fait l'appel au soutien. Notre activité, elle est légitime. Et on va tout faire pour se faire entendre, pour même convaincre. Et on est déterminé. Parce que moi, je l'ai senti comme ça de votre part. Pour nous, la CGT, on l'est, mais je l'ai senti aussi, en tout cas dans vos propos en tant que dirigeant. On est déterminé et on ne se laissera pas faire, quoi qu'il en coûte. Et pour Force ouvrière, et je parle au nom de Force ouvrière, il n'y a pas le moindre doute. On est déterminé et on ne lâchera pas. Il est hors de question de lâcher à aujourd'hui. Il n'est plus possible de continuer comme ça. Il n'est plus possible. Donc, on va se faire Pour entendre. la FSU, c'est pareil. Hein. Pour la FSU, c'est pareil. On s'est posé la question sur ces derniers mois et surtout depuis la rentrée. Et aujourd'hui, il faut absolument y aller. Il ne faut plus se laisser malmener comme ça a été le cas ces derniers temps. Et il ne faut rien lâcher parce qu'il faut qu'on défende et nos personnels et nos représentations syndicales. Voilà, donc alors je vais prendre le risque, hein, je vais dire que si le président nous regarde ou ses équipes, c'est dire que bien évidemment on est parti dans une lutte, alors je ne veux pas mettre ça sous un esprit de guerrier parce que ce n'est pas le fait, mais on est parti quand même dans une bagarre, une forme de rapport de force qui fait qu'on est conscient que c'est David contre Goliath, voilà. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais en tout cas, on se fera entendre. Et même si on était le petit roquet, à nous trois, même si on était le petit roquet… David contre Goliath me va bien. Bon, ok. On connaît le résultat. Mais même si on pouvait comparer le petit roquet, eh bien, le petit roquet, des fois, quand il mord les chevilles, il fait mal. Et donc, et voilà, on va nous entendre. En tout cas, on a la légitimité de parler, de s'exprimer encore dans cette France, des fois, qui réduit la démocratie. Et moi, j'insiste sur le risque vraiment de baisser la démocratie sociale. On y est là, on est en plein dedans, que ce soit sur le territoire national et sur nos problématiques locales, on est là-dessus. Un petit mot pour la fin, parce qu'on arrive au terme de notre petite heure de vidéo. Ouais, alors moi, ce que je souhaite sincèrement et en toute honnêteté, c'est qu'on remette l'humain avant l'aspect financier. Oui. Je ne dis pas qu'il faut oublier l'aspect financier, hein, qu'on remette l'humain avant l'aspect financier. Et ça, les personnes qu'on a en face de nous, les politiques qu'on a en face de nous, hein, qui pensent détenir la vérité, etc., ils ne l'ont pas. Le terrain, c'est nous qui l'avons. Oui. Et le message à l'ensemble des agents, faites bien attention à vous, la santé, c'est prioritaire et qu'on arrive en bonne santé à la retraite, ce que je souhaite à tout le monde, quoi. Merci Jacques. Marie-Jo? Eh ben moi, j'en appelle au personnel de bien prendre conscience de la situation, de bien suivre toutes les informations qu'on va leur apporter très prochainement et de se préparer, s'il le faut, à partir sur les diverses actions qu'on leur proposera à la rentrée, après les congés de Noël. On leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on espère qu'ils reviendront en force, bien en forme, pour défendre le service public et leurs emplois. Merci mes deux camarades. Alors pour faire différent, hein, parce que sinon j'aurais pu répéter aussi, je vais dire à Jean Rotner, la balle est dans son camp et qu'il comprenne un peu qu'on veut plus de démocratie et un peu plus d'efforts vis-à-vis des personnels, ça ne pourra qu'améliorer le service public. Ça vous va tous les deux?
C'est Impeccable. parfait. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Une belle Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain Allez, à bonne l'Orient. soirée à tous. Bonsoir.